Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Guadeloupe, actualité. Pour ce premier week-end de l'année, les infractions à la sécurité routière relevées ont été particulièrement nombreuses. En zone gendarmerie et zone police confondues, pas moins de 100 infractions ont été constatées. De nombreuses pour conduite sous stupéfiants ou sous l'empire d'un état alcoolique, mais aussi pour non-port de la ceinture de sécurité, défaut de contrôle technique ou pour usage du téléphone au volant. Entre autres, 16 suspensions de permis de conduire ont été prises par l'autorité préfectorale, des chiffres inquiétants qui poussent à rappeler que la sécurité routière est l'affaire de tous, puisqu'en 2023, 38 personnes ont perdu la vie sur nos routes. Le dossier Lambert n'a pas fini de faire parler de lui. Jeudi 4 janvier, Thierry Lambert était convoqué pour une audience en référé d'heure en heure. En l'absence de son avocate, l'audience avait été renvoyée à ce lundi 8 janvier. Aujourd'hui, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a examiné l'affaire à la demande des locataires qui souhaitaient récupérer leurs effets personnels laissés au domicile des Lambert. Les propos des avocates des deux parties recueillis par Charlie Dagonia. On nous parle de troubles manifestement illicites. On nous dit avoir été expulsés par un collectif. J'ai expliqué que le collectif n'était pas parti à la procédure. J'ai expliqué encore que il ne demandait pas à réintégrer les logements. Et puis on vous demande de récupérer des effets personnels, lesquels on ne sait pas. Une demande floue, une demande. On a même été jusqu'à demander à mon client d'établir les pièces. Enfin, ça me semble, mais tellement. J'ai envie de vous dire, c'est particulier parce que rien n'est étayé. On justifie par des articles de presse et on vient dire que mon client communique des articles de presse. Donc c'est assez particulier quand même comme ambiance. J'ai été interrompue. Enfin voilà. J'appelle en tous les cas dans ce dossier-là à la sérénité. Vraiment, en début d'année, ce début d'année appelle à ce que l'apaisement revienne. Et qu'on aille au-delà de ce qui se dit un petit peu sur les réseaux. La procédure, c'était juste pour qu'ils récupèrent leurs effets personnels parce qu'ils ont été exfiltrés en fait le soir des faits. Ils ont rien pu emporter. Ils avaient qu'un sac à dos. Faut savoir aussi qu'ils sont un enfant de 17 ans qui passe le bac et tous ces effets, tous ces cahiers sont restés. Leurs filles aussi, leurs voitures sont restées aussi. Donc là, c'était juste histoire, de demander leurs effets personnels en constatant. On était obligé de passer par là. De constater que l'expulsion n'a pas été faite juridiquement sur la base d'un titre exécutoire qui est demandé en fait par le droit, et en fait de récupérer leurs effets personnels. Mais voilà, même là encore il faut batailler pour qu'ils puissent les récupérer. Donc voilà. Le délibéré devrait avoir lieu demain, mardi 9 janvier. Nous vous tiendrons informés de la suite de l'affaire. C'est officiel, la première ministre Elisabeth Borne présente sa démission au président de la République Emmanuel Macron. Nommée depuis mai 2022, après la réélection d'Emmanuel Macron, la première ministre a notamment contribué à faire adopter la réforme des retraites et la récente loi immigration. Ce lundi 8 janvier, le chef du gouvernement a accepté sa démission en la remerciant, je cite, pour son travail exemplaire au service de la nation. En attendant la nomination du nouveau gouvernement, elle continuera d'assurer les affaires courantes. À Baie-Mahault, les salariés de la clinique des Eaux Claires se mobilisent. Ce matin, ils se sont réunis devant l'enceinte de l'établissement de santé pour exprimer leur mécontentement et porter leurs revendications.
En cause, le changement de convention de la clinique qui mènerait à la perte de leurs acquis et de leurs avantages. Un reportage signé Michel Depape. Aujourd'hui, nous décidons de mobiliser nous pour nous faire cette direction-là, arrêter mal profitation à eux. Et plus important là, c'est pas manier convention collective départementale des cliniques privées de la Guadeloupe. Ils ont décidé d'aider dans ces conventions-là et annoncé nous par courrier qu'en avril 2024, nous sommes passés à la convention France et ça nous pas d'accord du tout. Il y a un mouvement de mécontentement suite au fait que j'ai dénoncé la convention collective FHP Guadeloupe. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il y a eu un arrêté d'extension de la convention collective nationale de la santé qui englobe les départements d'outre-mer. Donc, c'est la loi, il faut qu'on l'applique. Nos revendications, elles sont tout simplement des revalorisations salariales, le recouvrement de la subrogation qui nous a été enlevé par un désaccord entre la CGSS et la clinique, des régularisations aussi antérieures liées en fait aux revalorisations non versées. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui reviennent en fait autour de la rémunération. Envie de dire la direction respectez-nous, respect pour salariés, parce que si nous pas travailler avec des poignées, nous n'avons pas fait l'argent. C'est la première clinique de la Guadeloupe qui a fait l'argent. Ils ont déjà dépassé chez CHU en chirurgie. Et ils ont gelé salaire en nous à 9,51, c'est ça? À Vita Meter. Si vous voulez, vous avez une convention collective aujourd'hui qui est quand même plus favorable que la nationale. Hein. Et il faut appliquer la nationale. Et si on l'appliquait telle quelle, les salariés perdraient de l'argent. Donc, je me suis engagé à ce que les salariés ne perdent ni argent, pas 1 euro, ni jour de congé, chômé ou férié. Et a priori, pour moi, il n'y a pas de souci particulier. Nous avons constaté que la convention collective nationale que le PDG des Eaux Claires nous propose, elle est moins disante que la convention collective de la Guadeloupe. Nous avons démontré au PDG qu'un salarié qui est en poste depuis plus de 30 ans perdait avec la convention nationale sur son départ à la retraite. Lui, il maintient que le salarié ne perd rien. Je pense qu'il ne connaît pas la jeunesse de la clinique et que c'est inadmissible que salarié qui s'est épuisé puisse partir à la retraite avec un minimum de salaire. C'est pas normal. Guerre, chômage, inflation, nous le savons, l'année 2023 a été difficile pour bon nombre de Guadeloupéens au niveau économique, mais que pouvons-nous attendre de 2024 ? Francette Florimond, directrice des éditions Interentreprises, nous présente les perspectives économiques de 2024 au micro de Michel Depape. Déjà, l'année 2023 s'est terminée sur une période extrêmement morose, c'est-à-dire 2 guerres, l'une en Proche-Orient, une autre en France continentale, enfin en Europe. Ça peut paraître loin pour nous, mais en fait, ça nous concerne directement parce qu'on a vu comment, sur les matières premières, sur beaucoup d'engrais, des choses agricoles, nos agriculteurs et puis nous-mêmes sommes impactés par le prix de tout ça. Et l'année 2024 n'a pas de meilleure perspective. Bien sûr, en fin de décembre, l'inflation avait été quelque peu maîtrisée, mais on voit qu'elle repart, surtout parce qu'il y a des éléments qui vont faire qu'elle va repartir. Par exemple, depuis le 1er janvier 2024, le transport maritime est soumis à une taxe carbone, ce qui veut dire que tout ce qui va arriver dans nos territoires insulaires, leur prix va être renforcé par une taxe carbone qui est à 300 € la tonne. Et il faut savoir qu'un porte-container quand il utilise 1 tonne de fuel, il émet 3 tonnes de CO2. Ce qui veut dire que chaque nœud fait va provoquer un renchérissement d'au moins 900 € par container. On est dans une période où les choses n'iront pas forcément mieux tout de suite. Monsieur le maire a annoncé d'ailleurs qu'il doit trouver encore des millions d'euros, voire des milliards d'économies. Donc
il y aura des coupes budgétaires qui seront faites en 2024. Ils les annoncent également pour 2025. Et on voit que l'inflation ne mollit pas, les salaires n'augmentent pas tellement que ça. Donc, il y aura, et puis il y a de nouvelles institutions qui sont arrivées, France Travail, donc avec une nouvelle loi pour remettre toutes les personnes que l'État considère sans emploi au travail, mais surtout avec une baisse des indemnités de chômage et puis une baisse d'un certain nombre d'allocations. On va se rendre compte que les gros vont avoir des difficultés, mais il y a des capacités, des possibilités pour des entreprises bien gérées, bien sûr, de petite taille et qui répondent à un vrai service régional. Parce que la région sera le centre demain. Ce ne sera plus la Chine, etc. Non, si vous avez des choses dans votre région qui peuvent répondre à vos besoins, eh ben c'est là que ça va se passer demain. Les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, sont nécessaires pour les travailleurs en situation de handicap qui souhaitent s'intégrer dans la société par le biais du travail. Le président de l'Association nationale des directeurs et cadres d'ESAT, Didier Rambaud, a réuni ce matin les professionnels de santé afin de présenter les changements et les mesures du plan de transformation des ESAT. Un reportage signé Charlie Dagonia. L'importance de la journée, c'est de parler du plan de transformation des ESAT qui est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2023. Ce plan, en quelques mots, c'est augmenter le droit et le pouvoir d'agir des personnes, de travailler plus sur l'autodétermination, c'est-à-dire que chaque personne soit directrice de son projet professionnel, et puis de fluidifier les parcours. C'est-à-dire qu'on crée de plus en plus de porosité, de liens, de passerelles entre le secteur protégé des ESAT et le milieu ordinaire. Il y a beaucoup de choses qui vont changer puisque là, on est dans vraiment un changement assez quand même assez réel. Hein. Il en vient au niveau des travailleurs en situation de handicap. Donc, au niveau de cela, il y aura une transformation qui sera faite, qui est en cours par rapport à tous ces usagers, qui vont leur donner quand même un certain nombre de droits par rapport aux nouvelles règles qui vont sortir. Et notamment, effectivement, on va se retrouver avec demain des salariés, hein, et parce qu'ils sont en titre aujourd'hui en tant que travailleurs des ESAT, mais ce ne sont pas effectivement des salariés, mais avec ce qui vient par la suite, ça va amener des changements énormes au niveau de ces structures des ESAT en Guadeloupe et en métropole. Alors aujourd'hui, ce qui va changer pour les professionnels, c'est d'une part d'avoir des postures, des contacts qui vont être modifiés de par l'évolution du statut à venir du travailleur des ESAT. Aujourd'hui, le travailleur des ESAT est un usager du médico-social et l'orientation qui est clairement définie par la Conférence nationale handicap, c'est d'aller vers un statut d'assimilé salarié. Donc forcément, ma posture professionnelle, mes liens avec le travailleur vont évoluer. Et puis, c'est aussi de maîtriser l'ensemble des mesures qui sont contenues dans le plan de transformation, notamment quelles sont les mesures qui vont permettre d'augmenter les droits, comment je les mets en œuvre, comment je fais aussi pour accompagner le travailleur dont le projet est d'aller en milieu ordinaire. Donc là, on a des moyens, des outils, c'est de ça dont on parle, et c'est une réunion qui est extrêmement hyperactive, réactive, puisque on a autant de temps de questionnement de la part des professionnels qui sont là que de temps d'exposer des règles du plan de transformation. Entre pollution de la rivière et odeurs nauséabondes, l'usine d'équarrissage du Lamentin incommode les riverains depuis plusieurs années. La structure de traitement de cadavres d'animaux et de sous-produits animaux indispose et exaspère les habitants depuis maintenant 6 ans. En novembre 2023, ils avaient obtenu la fermeture de l'usine. Quel avenir pour cette usine? Un reportage de Solène Fèvre. Depuis 6 ans, 2017, que l'usine a commencé à fonctionner, elle dysfonctionne parce qu'il y a 2 types de nuisances. Des nuisances olfactives que les riverains ressentent au quotidien
et il y a la pollution de la grande rivière Aguayal, ce qui est insupportable. Donc nous avons posé le problème à plusieurs reprises, on ne nous a pas entendus. Donc nous avons été obligés de bloquer. Des décisions ont été prises, notamment l'arrêt de l'usine et deuxièmement, un audit réalisé par des auditeurs. Et ce qui était convenu aussi, c'est que cet audit-là soit réalisé et validé non pas par la SEG, mais par les services de l'État, les personnes compétentes, ce qui n'a pas été fait. J'habite dans le secteur, dans la zone. C'était presque une mission impossible. Mon cadre de vie n'était pas agréable du tout. C'était tout le temps en mode apnée. On ne pouvait pas respirer. Aujourd'hui, nous commençons à voir un petit peu le bout du tunnel. Hein. Ce n'est pas encore bien... On ne voit pas véritablement le tunnel, mais c'est dans de bonnes voies. Ce que nous demandons, c'est qu'une fois que ces autorités auront validé, à ce moment-là, nous allons prendre en compte les résultats de l'audit. L'usine d'équarrissage est une nécessité en Guadeloupe pour le traitement des déchets animaux, mais nous voulons que ça se fasse dans les règles de l'art. L'usine va fonctionner cet après-midi sur 3 jours, jusqu'à mercredi, et nous demandons aux riverains de se manifester tout de suite entre cet après-midi et demain s'ils sentent quoi que ce soit. De noter bien et nous nous ferons remonter ça le plus rapidement possible. La féerie de Noël se poursuit encore un peu pour les Vieux-Fortins avec le premier concours de décoration de Noël qui s'est achevé ce samedi 6 janvier. Durant le mois de décembre, les habitants de Vieux-Fort ont participé pour remporter le prix de la plus belle maison de Noël. Installation des guirlandes, harmonie des décorations, tout a été évalué. Découvrez les premiers vainqueurs du concours dans ce reportage. Nous avons eu une belle participation de la population de Vieux-Fort qui a adhéré donc à ce concept de décoration de maison et de jardin de Vieux-Fort. L'année prochaine, nous pensons encore avoir de nombreux candidats qui vont encore s'inscrire parce que nous allons encore mettre la barre un peu plus haute. Nous allons également, on va s'attacher à ce que ce projet ait un caractère vieux-fortin, mettant en exergue la culture vieux-fortaine, le patrimoine vieux-fortain. C'est ma belle-fille qui m'a poussée. Le fait qu'il y avait le concours, Nara m'a dit, on pousse un petit peu plus sur les décors, quoi. L'année dernière, j'ai décoré ma maison comme d'habitude, parce que j'aime ça, j'adore faire ça. Donc cette année, on m'a dit qu'il y avait un concours. J'ai dit chouette, alors on va faire un petit peu plus. Je pensais finir premier. Mais enfin, ça annonce pas un combat, mais l'année prochaine, on essaiera de faire plus, on essaiera de faire mieux. Quelqu'un qui finit deuxième a l'ambition de finir premier. Ça, c'est sûr. Donc la prochaine fois, on fera mieux. J'habitais à Paris pendant longtemps. Et les décorations de Noël, ça m'a toujours intéressé. Donc à certain moment, j'allais sur les Champs-Élysées, voir les décorations de Noël, j'étais intéressé par ça. Donc je dis, quand je vais retourner en Guadeloupe, je vais décorer ma maison. Qui est concours ou pas concours, hein, c'est pas une soirée de concours qui fait décorer la maison. Alors les critères ont été la densité des guirlandes, la répartition des guirlandes. On a aussi mis en avant la présence de l'élément culturel guadeloupéen, ainsi bien sûr que l'originalité. Eh bien, je suis très très contente de rencontrer. Mais en fait, je l'ai fait, c'était dans le but de participer. Je voulais absolument participer à ce concours parce que j'aime la décoration. Et quand j'ai entendu qu'ils faisaient ça, enfin que j'ai eu le flyer, je me suis tout de suite inscrite et j'ai participé. Avec plaisir, avec beaucoup d'amour, je l'ai fait avec beaucoup d'amour parce que j'aime ça. Je pense qu'il y a des gens qui venaient voir. Moi, je ne les voyais pas. Et parce que moi, je prends des cours, il y a des gens qui devaient venir ce soir même voir la maison. Et ils m'ont dit, attends, je veux voir la maison, comment c'est décoré. Mais je pense que les gens ont regardé un petit peu la maison, ils voyaient comment c'était décoré et comment j'ai fait, comment j'ai réalisé. Une fois Noël passé, la saison carnavalesque 2024 est enfin lancée. Ce dimanche 7 janvier, pour la première sortie des groupes, les rues de Pointe-à-Pitre ont été prises d'assaut par les festivaliers et spectateurs venus en nombre. Groupe à Pau et Groupe à Caisse Claire ont déboulé pendant plusieurs heures pour le plus grand bonheur des amoureux du carnaval. Retour en images sur le défilé du dimanche 7 janvier à Pointe-à-Pitre, le premier de 6 semaines de festivités.
À la Désirade aussi, l'heure était à la parade. Pas moins d'une dizaine de groupes se sont réunis dans les rues de Lille pour entamer le carnaval 2024. Regardez. Et nous terminons ce JT avec du sport et plus précisément du football. Le premier tour de la Coupe SEM Patrimoniale 2024 a démarré ce week-end et les premiers résultats sont tombés. Ce samedi à Sainte-Anne, un match opposait l'AS Gosier à l'US Cambrefort. Après un combat serré et de nombreux rebondissements, les Gosieriens se sont imposés 4-2 face aux Cambrefortais. Reportage. De cette compétition, les deux équipes se sont fixées comme objectif faire un long parcours et pourquoi pas succéder au vainqueur de la première édition, le Sporting de Bimaro. À l'image de cette action, Cambrefort conclut par Eddie Benjamin qui trouve le coin droit des buts gosériens 1-0, la 21e minute de jeu. 2 minutes plus tard, l'égalisation par le capitaine Jordan Catan et ce sera le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, scénario identique, beaucoup d'engagement et un deuxième but gosérien signé Virapin, 60 minutes de jeu. Les Gosériens dominent, mais à la suite de ce coup franc capestérien, Nicolas Thiollet trompe le portier Guito. C'est l'égalisation parfaite. Et cette action sublime de Ricardo Philibert qui a permis à Jérémy Prudent de marquer le 3e but. Et le 4e avec Chrislène Joseph pour la conclusion. Une victoire importante pour les Gosériens qui s'affûtent pour les autres compétitions à venir. O News Radio sur outremernews.fr.